Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de cette émission, on va parler formation en matière d'audit et de finance. On évoquera également l'actualité de Fideliance et enfin on parlera entrepreneuriat. On débute tout de suite cette émission avec Pierre-Yves Génon, directeur du campus de l'ESCA de Lyon, pour parler formation en matière d'audit et de finance. Pierre-Yves Génon, bonjour. Bonjour et merci de votre accueil. Alors, avant de parler formation en matière d'audit et de finance, un mot sur l'ESCA. Intéressante. ESCA, très vieille institution. La fondation, c'est 1909 à Angers et en plus de 100 années d'existence. Aujourd'hui, une école présente sur 6 campus en France, 4 à l'étranger. Donc, une grosse dynamique de développement avec une capitalisation forte sur son programme phare qui est un programme grande école à Bac+5, sachant que cette école est sur le modèle post-bac, elle en est le pionnier, c'est elle qui a créé ce concept en 1909 et c'est une école qui va se positionner avec les labels importants, qu'il s'agisse du grade de master, qu'il s'agisse du fait d'appartenir à la conférence des grandes écoles et puis surtout au niveau international, le fait d'être l'une des 1% de business school dans le monde, triplement accrédité à ACSB et Kuisamba. C'est pour les puristes, mais c'est absolument fondamental. Alors, l'actualité, c'est l'ouverture de formation en matière d'audit et de finance. Pourquoi ? Alors, pour répondre à une très grosse attente, mais déjà, c'est une ouverture à Lyon. On réalise cette ouverture en capitalisant sur 20 ans d'expérience sur notre campus angevin. Et dans le cadre du développement du campus de Lyon, effectivement, vient s'ajouter cette même spécialisation parmi les 6 qui sont proposés sur notre campus lyonnais, dans une perspective fondamentale qui est celle de répondre à d'énormes attentes de la part des recruteurs, d'énormes attentes de la part des élèves, et puis également de venir se positionner en venant compléter un dispositif existant avec notre propre valeur ajoutée de celle d'une grande école de commerce. Ça veut dire que nous allons autour des techniques qui vont être bien évidemment dispensées à nos élèves dans le cadre du respect d'ailleurs des contenus académiques du DSCG notamment, mais venir apporter des capacités à appréhender, à comprendre les enjeux business sociétaux et puis également à s'adapter en matière d'évolution dans un monde lui-même en pleine révolution, y compris dans le domaine de l'expertise comptable et de l'audit. En quoi votre formation est innovante ? Alors ça, c'est effectivement un point qui est assez intéressant. Déjà, en capitalisant, ça peut paraître surprenant, mais en capitalisant sur l'ensemble de l'histoire et de l'ensemble des savoir-faire. Comment faites-vous ? Eh bien, tout simplement, on a 20 ans d'expertise, 20 ans de réussite, et puis surtout, on va après capitaliser sur cela en venant développer une stratégie de proximité. Et ça, c'est tout le principe de l'ESCA qui, si elle a 6 campus en France, par exemple, c'est pour être en proximité avec ses territoires, avec ses écosystèmes, qu'il s'agisse de marché amont, étudiants, et puis surtout du marché des recruteurs, du marché des entreprises. Donc, on va capitaliser cette proximité, notamment à Lyon, avec tous les acteurs, et ils sont extrêmement nombreux sur la place lyonnaise en matière de profession du chiffre, et pas seulement. Et puis, on va également, avec eux, donc, développer, qu'il s'agisse de contenu académique, toujours dans le respect des textes officiels, bien évidemment, faire intervenir des professionnels dans le cadre des cours, pouvoir permettre à nos étudiants de se retrouver en situation d'immersion au cabinet. On fait, par exemple, des cours décentralisés. Ça peut paraître étonnant, mais ça permet à tout le monde de bien se connaître. Et puis on va également, et ça c'est un enjeu qui est fondamental et stratégique pour le groupe ESCA, capitaliser sur cette offre de formation singulière pour attirer des talents dans ce qu'on appelle les admissions sur titre. Dire que l'ESCA, c'est un programme en 5 ans post-bac, où traditionnellement on rentre en première année dès après-bac, mais tout l'enjeu d'une spécialisation telle que audit expertise, et c'est l'égal des 14 autres, c'est également d'attirer des gens qui, parce qu'ils sont titulaires dans un autre schéma de formation d'un Bac+3, vont venir entrer en admission parallèle en 4e année et venir avec leur propre personnalité, leur propre force et leur propre capacité et apporter donc leur savoir-être, leur savoir-faire et profiter du programme et contribuer en échange avec tout le monde. Alors, on connaît mieux maintenant cette formation, mais quels sont les débouchés ? Énorme, absolument énorme. Déjà parce que la profession du chiffre, les cabinets aujourd'hui sont en très très forte tension. Donc bien évidemment, l'une des cibles, c'est de pouvoir intégrer un cabinet. Et un cabinet, ça offre des parcours professionnels extrêmement probants. Mais il s'agit également de pouvoir, peut-être après quelques saisons en cabinet, rejoindre le monde de l'entreprise dans des postes de direction financière. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir évoluer.
Et nous avons affaire à des jeunes générations qui de plus en plus donnent de l'importance à la question du sens, à la question de la compréhension des enjeux sociétaux, à tout ce qui va être capacité à évoluer, à changer, à découvrir, à muter en permanence. Et finalement, c'est également cela que nous proposons au travers de ces différents programmes. Donc c'est très vaste comme débouché professionnel. Pour terminer, que peuvent attendre les cabinets qui vont faire appel à ces jeunes professionnels après ? À très court terme, répondre à une tension forte, majeure, terrible, que tout le monde subit aujourd'hui, mais également pouvoir recruter des talents qui ont leur propre personnalité, qui ont leur propre force, qui bien évidemment allient les maîtrises des techniques comptables, fiscales, juridiques, mais pas seulement, qui vont comprendre c'est quoi le business, c'est quoi un enjeu sociétal. Et pour pouvoir évoluer en cabinet, il faut comprendre et converser avec son client, notamment. Donc, toutes ces choses-là ont toute leur importance. Et puis également, c'est être en capacité de s'adapter en permanence. Encore une fois, dans un monde qui lui-même vit des révolutions fondamentales. Et la profession n'est certainement qu'au début de ces changements majeurs qui vont la concerner. En effet, c'est important d'être agile, de pouvoir s'adapter. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Grand merci, très bonne journée. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit la matinale et on va parler de l'actualité de Fideliance avec mon invité Jean-François Cotin, associé chez Fideliance. Jean-François, bonjour. Bonjour. Première actualité de Fideliance, c'est l'acquisition de Capex Conseil. Pourquoi ce rapprochement ? C'est d'abord une histoire d'homme. On a rencontré quelqu'un qui s'appelait Gilles Vacher, qui avait un associé Patrick Choulet, qui souhaitait partir en retraite et qui nous a présenté son histoire, ses valeurs et ses clients et son équipe. On a voulu continuer l'aventure avec lui et voilà l'origine de ce rapprochement. Quelles sont les synergies de ce nouvel ensemble ? Les synergies, c'est que on a une super équipe qui nous permet de renforcer notre développement sur la partie nord de la Seine-et-Marne et donc le développement d'Île-de-France en général. Et la synergie, c'est de pouvoir apporter cette idée du one-stop shop, donc de un seul accès pour le client qui vient nous voir à l'ensemble des services qu'on propose aujourd'hui, donc de la consolidation, de la RSE, de la gestion de patrimoine, du digital. Et tout ça aujourd'hui, les clients de Capex avaient toute une offre d'expertise comptable, de conseil, de social, de juridique développée, mais on leur permet d'avoir accès à autre chose qu'une partie des équipes de Fideliance font. Donc les synergies, elles sont là à mon avis. Évoquons l'avenir, quelles sont les perspectives de développement ? Les perspectives de développement, c'est de continuer ce renforcement de nos sites en Île-de-France et peut-être ailleurs, qui sait si l'histoire nous emmène hors de cette belle région, avec toujours une logique d'avoir des sites de taille moyenne qui restent proches à la fois des clients, parce que les clients, même s'il y a du digital, ils préfèrent quand même avoir une proximité pour leurs conseils, et aussi proches des équipes. Parce que la qualité de vie des équipes est aujourd'hui quelque chose d'essentiel dans nos métiers où le recrutement est devenu clé si on veut continuer à grandir. Vous avez évoqué tout à l'heure la RSE. Vous venez de créer votre marque Feed Impact. Qu'est-ce que ça recouvre ? Feed Impact, c'est l'envie de faire savoir ce que on fait. Et nous, ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille sur ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises et tous les indicateurs extra-financiers, parce qu'on voit que on a besoin d'un environnement plus propre, on a besoin d'action au niveau de la société, mais les entreprises aussi doivent agir. Et donc, nous, on les accompagne pour que tous ces indicateurs ils soient faciles à remonter et on les aide à les identifier et à créer ce reporting. Et donc, Feed Impact, c'est l'envie d'afficher finalement cette équipe qui travaille depuis un certain temps chez nous, qui fait des bilans carbone, qui fait des diagnostics de performance extra-financière, qui fait de l'accompagnement à toute la partie réglementaire qui arrive, notamment la CSRD, nom un peu bizarre. Donc, c'est l'envie de montrer ça. Financier. Exactement. La CSRD, c'est le reporting extra-financier qui arrive au niveau de l'Europe, qui va être décliné d'ici la fin de l'année au niveau français et qui va obliger toutes les entreprises de plus de 250 salariés à faire un reporting précis, carré et avec des indicateurs bien fixes. C'est un enjeu important.
C'est un enjeu important de 2 points de vue. D'une part, on va avoir des indicateurs sans greenwashing parce que on va avoir la règle pour les calculer. Donc ça va changer un peu les règles. Et on va avoir un monde économique et un monde financier notamment qui va regarder ces indicateurs pour donner des financements, pour donner accès finalement aux moyens de financement des entreprises. Donc il y a un enjeu qui est celui-là pour les entreprises. Et puis, il y a un enjeu plus profond. Aujourd'hui, on voit bien que le sens et l'envie d'environnement sont des choses qui sont essentielles dans notre société. Ça paraît impossible que l'entreprise ne doive pas s'adapter. Et on le voit dans les recrutements. Les gens ont envie d'avoir de l'impact dans ce qu'ils font et pas que dans leur week-end ou dans la manière dont ils traient leurs poubelles. Donc pour moi, ça a du sens de les accompagner là-dessus parce que c'est là où la valeur est attendue par la société. Et donc il faut que l'entreprise soit à même de compter. Moi je dis toujours, ce qui ne compte pas, ne compte pas. Donc il faut qu'on compte ce qu'on fait. Il faut que les entreprises comptent les efforts qu'ils font pour que derrière, les clients, les collaborateurs, les consommateurs puissent choisir avec des chiffres et choisir de façon éclairée. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit la matinale et je suis en compagnie de Nicolas Cabanel, cofondateur et directeur général de Supernova et on va parler entrepreneuriat. Nicolas, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat selon vous ? Alors selon moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout la liberté. C'est la liberté de décider, la liberté d'agir. C'est pas la liberté absolue parce qu'on est contraint par les clients, le chiffre d'affaires, mais voilà, pour moi, c'est la phase ultime de l'émancipation professionnelle. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les entrepreneurs ? Alors, les principales difficultés, pour moi, avant tout, en tout premier, c'est le modèle économique, souvent, qui n'est pas viable. Un problème de viabilité de son modèle économique. On voit en France, il y a 1/4 des entreprises qui font faillite dans les 3 premières années. Et ça, il y en a qui ne font pas de chiffre d'affaires du tout, donc ça, c'est plié, mais il y en a quand même un bon nombre qui font un bon chiffre d'affaires et qui n'ont pas de modèle viable, ne rentrent pas dans leurs frais et font faillite quand même. Et ça, c'est inacceptable. Le deuxième gros problème qu'on a en France, c'est un risque d'ubérisation. Pourquoi ? On voit qu'il y a 1 million de créations d'entreprises en France en 2022. Sur ce million, il y a 63% de micro-entreprises. Dans les micro-entreprises, il y a des consultants, des experts qui gagnent bien leur vie. Mais combien y a-t-il d'artisans qui sont devenus simplement sous-traitants de leur ancien employeur sous couvert de liberté, ils ont perdu tout avantage sociaux. Et enfin, il y a le troisième risque que je vois, moi, qui est un peu à part, c'est la Startup Nation, le mirage de la Startup Nation, qui là est un peu particulier, et où on starifie les licornes, les grandes réussites entrepreneuriales, mais on est sur les mêmes statistiques que le show business ou que le football. Il y a 100 000 footballeurs pour un Mbappé, et ça, c'est aussi un gros risque pour mesurer vraiment les probabilités de réussite, et voilà. Alors, comment éviter de tomber dans ces problématiques et avoir quelques bonnes pratiques, quelques conseils utiles pour les entrepreneurs qui nous regardent ? Alors, en France, on a la possibilité d'être accompagné. Il y a plusieurs moyens de se faire accompagner. Il y a les chambres des métiers de l'artisanat, les structures consulaires qui proposent un accompagnement. C'est très utile. Il y a des associations comme BGE qui accompagnent plus de 100 000 entrepreneurs par an. Et on voit que quand on passe par ces structures, les incubateurs, les pépinières, on réduit énormément le taux d'échec à 3 ans de survie de ces entreprises. Donc, l'accompagnement général. Ce qui est important, c'est bien penser son business model. Bien penser son business model, bien préparer son aventure entrepreneuriale. L'autre solution, vous venez de le dire, c'est vraiment construire son modèle économique, se poser la question comment va-t-on gagner notre vie, comment va-t-on payer ses fournisseurs, ses sous-traitants, Et ça, c'est le modèle économique, c'est piloter sa trésor. Voilà, c'est là où nous-mêmes, Supernova, nous sommes positionnés en offrant notre solution de business plan par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Alors concrètement, en quoi consiste votre solution ?
Notre solution est une application web, vraiment dans laquelle on va rentrer son projet. On est connecté aux données INSEE et l'outil, avec quelques questions simples, sans connaissance financière, va permettre à l'entrepreneur de comprendre son modèle économique, se dire tiens, je dois vendre 50 pizzas par jour pour pouvoir gagner 1500 € et payer mon loyer, payer l'emprunt qu'il m'a fallu pour construire ma cuisine. Voilà, c'est ça le secret de Supernova. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de La Matinale.